c'est qu'en fait, en France, s'il y avait 10 choses à faire et que tu faisais les 9 choses très bien, mais qu'il y avait une chose que tu pouvais améliorer, ton management allait justement se focaliser là-dessus. Niki, ouais, il y a cette petite chose que tu aurais dû mieux faire. Et toujours se focaliser sur cette chose que tu pourrais améliorer. Alors qu'aux États-Unis, si tu as 10 choses à faire, il y a 9 que tu fais pas bien, mais qu'il y a une chose que tu fais très bien, tu vas avoir des kudos vraiment haut pour ça. Et ils vont même créer un prix seulement pour cette chose que tu as très bien fait, justement pour te remercier, pour te féliciter et pour booster ta confiance en toi. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Leaders sans frontières, le podcast Leadership, Management et RH inspiré de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et j'ai passé les 4 dernières années en Asie, Océanie et Amérique latine à explorer les pratiques de management et RH innovantes. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de dirigeants inspirants qui sauront vous aider à élargir votre champ des possibles. Avant de commencer cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube ou votre plateforme d'écoute préférée pour être informé des prochains épisodes. Bonne écoute! Bonjour Niki. Bonjour Paul. Merci de me recevoir ici à Barcelone. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation dans un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Merci beaucoup à toi de m'inviter à ce beau podcast. Pour commencer cet épisode, je vais te laisser te présenter, m'expliquer d'où tu viens, tes origines, résumer ton parcours et m'expliquer tes fonctions actuelles. D'accord, très bien. Je suis d'origine grecque. J'ai grandi sur l'île d'Écosse, qui, pour la petite histoire, c'est l'île d'Hippocrate, le père de la médecine. Ensuite, je fais mes études à Athènes. Je fais mon master 1 en marketing et communication. Et à la fin de mes études, je voulais absolument pas faire le marketing de dentifrice, de chocolat ou de tout ce qui se trouve dans la grande distribution sans connaître le client final. Je voulais proposer un service personnalisé. Du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Grenoble. Je fais mon master 2 en management du luxe. Et puis, je suis allée à Paris pour faire mes premiers stages dans le luxe. C'était très sympa, mais c'était toujours dans le marketing. Donc, je ne voyais pas le client final et puis je me disais, ça ne me plaît pas énormément. Donc, après ça, pendant cet été où j'écrivais mon mémoire, je suis tombée sur une start-up française qui faisait des glaces roulées. Mais ça, c'était du coup ma première rencontre avec l'entrepreneuriat et le monde des start-up en France. Et ça m'a donné envie d'entreprendre. Donc, j'ai créé ma start-up. Je voulais motiver les femmes à faire plus de sport avec la mode. Donc, je faisais la location de vêtements de sport. Mais à 24 ans, avec pas du tout de capital, je me suis dit c'était pas l'idée qui allait scaler. Du coup, je me suis dit je vais aider d'autres startups à se développer. Donc, c'est ça que je fais dans le monde du retail à Paris. Mais je me rendais compte toujours que c'était pas ce qu'on appelle du consultative sales. Apparemment, il y a un terme pour ça. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs? Oui, en fait, en gros, c'est du consultative sales. Tu le retrouves beaucoup plus dans la tech. Ça veut dire que tu vas suivre ton client du début jusqu'à la fin. C'est un processus de sales plus compliqué, avec plus d'interlocuteurs. Et du coup, tu vas parler, enfin, ça prend plus longtemps. Et quelque part, tu dois aussi faire du consulting. C'est pour ça que c'est du consultative sales. C'est pas un SaaS qui est très facile à vendre. Tu le vends en répétition, tu appelles 100 personnes, tu vends toujours la même chose. Donc, en fait, c'est un peu plus compliqué. Et Il y a la notion de personnalisation qui est omniprésente et il faut vraiment s'adapter aux besoins du client. Voilà. Qui, assez étonnamment, c'était quelque chose que j'avais pas appris à l'université. Personne ne nous avait parlé de sales. Et du coup, à la fin du coup de ces premières expériences à Paris, je me suis dit, bon, c'est ça que j'ai envie de faire. Et à ce moment-là, mon mari a eu une opportunité pour aller aux US. Du coup, on ne s'est pas posé la question, on est parti direct. Et du coup, c'est aux US, dans la Silicon Valley, on était à Mountain View, en Californie, où j'ai découvert Confluent et le monde de la tech. Et c'est là, du coup, où ça a vraiment cliqué.
Matcher avec ce que tu veux faire. Et aujourd'hui, donc, tu es country manager Grèce, Chypre et Adriatics. On va y revenir. Mais avant ça, est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait Confluent? Ce qu'on peut lire notamment sur Confluent, c'est que c'est une data streaming platform. Est-ce que tu peux expliquer ce concept de data streaming platform? Exactement. Alors, pour la petite anecdote, même notre field CTO ne peut pas expliquer exactement ce que c'est dans 30 secondes. Donc, c'est assez difficile, mais bon, je vais essayer quand même. Et ce qui est très intéressant avec Confluent, c'est que c'est un business model et un go-to-market qui est hyper intéressant parce que tout est basé sur une technologie de open source. Ok. C'est une technologie que tout le monde peut utiliser. Donc, à la base, le fondateur de Confluent ont créé cette technologie qui s'appelle Kafka. Ils l'ont donné à Apache, donc c'est devenu une technologie open source. Et il y a eu une adoption très rapide par des centaines de milliers de gens partout dans le monde. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, on va créer une plateforme qui va permettre aux entreprises d'utiliser cette technologie de open source qui est devenue le de facto technologie dans le data streaming d'une manière plus scalable, plus sécurisée. Ce que c'est le data streaming, en fait, le data streaming permet aux boîtes de faire le maximum avec leurs données et d'agir à leurs données en temps réel. Tu es une banque, tu veux agir à une fraude en temps réel. Tu es une entreprise de gaming, tu veux donner un bonus en temps réel à ton gamer qui a atteint un certain niveau. Dans le côté retail, tu veux en temps réel mettre à jour ton stock quand le produit vient de se faire acheter en ligne ou dans ton magasin. Ouais. Du coup, finalement, le data streaming, c'est... Et en gros, pour ne pas rendre trop dans les détails, euh, historiquement parlant, tout le système de chaque boîte communique entre eux, mais d'une manière qui est assez en silo. Je ne sais pas si je l'explique très bien. Si, si. Mais du coup, le data streaming te permet de mettre un système nerveux central parmi tout le système pour qu'il communique d'une façon beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide, beaucoup plus scalable et en temps réel. Ok, donc c'est toutes tes données qui sont connectées, toutes les données de ton entreprise en temps réel à une plateforme. C'est pas du cloud finalement, c'est l'entreprise qui gère elle-même ses données, c'est vous qui gérez les données, elles sont où ces données? C'est l'entreprise qui D'accord. gère les données. Nous, on ne le voit pas. La plateforme de Confluent peut être déployée là où le client veut, on-premise, soit dans leur propre cloud ou dans le cloud. On a aussi une solution SaaS qui te permet d'utiliser cette technologie sans devoir faire tout le côté manuel. Mais du coup, finalement, le data streaming, c'est un concept d'architecture de données, de data, qui permet justement aux boîtes de un peu casser les silos entre les différents systèmes Hmm. qui, jusqu'à présent, se communiquaient entre eux l'un avec l'autre de ce qu'on appelle le point-to-point communication. Je ne sais pas comment on appelle Ok. ça en français. Non, ok, c'est la donnée transactionnelle et unitaire, on va dire. Et aujourd'hui, dans l'environnement qu'on connaît, qui est en train d'évoluer avec de plus en plus d'outils IA, Mhm. comment est-ce que vous vous intégrez dans cet écosystème? Parce que vous, finalement, vous avez la maîtrise de la data de Mhm. l'entreprise. Et c'est Quentin Desclous qui travaille chez OnePoint, que j'ai interviewé également dans le podcast, qui me disait la data, c'est le sang de l'entreprise. Toute l'entreprise a besoin d'une bonne data pour pouvoir ensuite implémenter de bons outils. Comment est-ce que vous vous intégrez dans l'environnement des entreprises qui souhaitent ensuite rajouter des outils avec notamment l'intelligence artificielle qui a besoin d'énormément de data? Exactement. C'est comme ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, dans le monde de data et dans le monde de l'intelligence artificielle, en fait, les algorithmes de l'intelligence artificielle existaient déjà. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est toute la donnée dont on a accès aujourd'hui. Donc,
comment est-ce qu'on fait le maximum de toutes ces données en fait qu'on a dans la boîte, qui est sauvegardée dans des systèmes différents, qui parlent pas la même langue entre eux. Certainement, ils sont pas gérés par des mêmes équipes ou par les mêmes personnes. Du coup, imagine toute la communication, l'organisation qu'il faut. Hem, pour te donner une exemple, imagine en fait que tu as un chatbot. Et en fait, tu as le client qui va sur ton chatbot, qui écrit: «J'ai envie de retourner, ce produit parce qu'il ne me va pas». Mais en fait, le chatbot n'a pas besoin d'avoir tous les achats, que ce client a fait. Il a besoin d'avoir son dernier achat, quand est-ce qu'il a fait, de quoi il s'agit, pour éviter de lui poser des questions pas nécessaires, pour ne pas dire bêtes à ce moment-là, parce que pour l'instant, voilà, je vois beaucoup de chatbots qui fonctionnent pas hyper bien. Et du coup, voilà, tu dois donner, pas toutes, les informations et pas tout le data à ce, agent d'intelligence artificielle. Mais du coup, le data qui a été pré-filtré et qui est déjà intelligent pour éviter les hallucinations, et cetera, et que encore plus, du coup, important, c'est pas seulement qu'aujourd'hui, les agents de IA ont besoin de l'information en temps réel et de la bonne information, mais ces agents d'intelligence artificielle vont prendre aussi une décision en temps réel. C'est l'agent de l'IA qui va dire: «D'accord, je valide ce retour de produit, tu peux le mettre dans ton paquet, tu peux coller cette étiquette», et il va devoir, le chatbot, hein, l'agent de l'IA, informer tous les systèmes liés à cette opération en temps réel. D'accord. Mettre le stock à jour, et cetera, tous les systèmes, le système de finances qui va falloir faire un remboursement. Donc tout ça, tu peux pas le faire avec, les bases de données et les façons un peu archaïques, dont ils communiquent entre eux. Il te faut, du data streaming, et une plateforme de data streaming si tu veux faire ça d'une manière un peu plus scalable. Bien sûr, OK. Tu disais que tu es rentré chez Confluent, aux États-Unis, Oui. puis, tu as migré, tu es revenu en Europe, en 2022. Ah ah. Après avoir passé 2 ans à San Francisco, tu es venu habiter, à Barcelone et aujourd'hui, ton périmètre, s'étend entre la Grèce, Chypre, l'Adriatique. Est-ce que tu peux expliquer ton rôle, dans l'entreprise aujourd'hui sur cette région et tes activités? Oui, oui, tout à fait. Alors, mon rôle, c'est, de ouvrir un nouveau marché et un territoire, de zéro. Et c'est d'ailleurs moi qui l'a choisi. Ce n'est pas le territoire le plus simple, mais comme j'ai quand même, une petite fibre entrepreneuriale, je me suis dit: «Est-ce que j'ai vraiment envie de faire?» Mais c'est de l'intrapreneuriat, donc dans une entreprise avec, un produit qui a du product market fit. Du coup, en fait, tout ce que je dois faire, c'est en vrai d'aller rencontrer les gens, d'organiser des événements, parce que quand même, il y a une grosse partie évangélisation à faire. Du coup, organiser beaucoup des événements sur place pour parler de la technologie et les cas d'utilisation que ça te permet de faire. Hem, et et voilà, il y a aussi un peu, côté marketing, des fois je fais des vidéos, ou tout ce type d'activités. J'organise des webinaires avec des Mmh. partenaires, mais c'est aussi, en gros, de trouver des boîtes qui pourraient être, potentiellement intéressées par le data streaming, et aussi parce que c'est un territoire qui, marche vraiment, avec des partenaires, donc des boîtes de consulting, le plus grosses ou les petites, il y a de tout. De aussi, faire du enablement, je sais pas comment ça s'appelle ça en français? C'est en fait, c'est en gros d'éduquer le partenaire, de leur apprendre aussi, la technologie, comment ça fonctionne et comment en fait on peut travailler ensemble. Nous chez Confluent avec la plateforme, le partenaire avec, les ingénieurs qu'ils ont, et du coup, comment est-ce qu'on a un modèle, qui fonctionne ensemble. OK. Comment est-ce que, tu t'adaptes à la maturité des marchés? Parce que j'imagine que la maturité est différente entre la Silicon Valley aux États-Unis et l'Europe du Sud-Est où tu évolues, aujourd'hui.
comment est-ce que tu t'adaptes? Est-ce que tu peux déjà parler de la maturité de tes clients qui est peut-être différente et comment tu t'adaptes à leurs besoins? Oui, là, c'est une très, très bonne question. C'est vrai qu'il y a quand même, je dirais un retard de 2 3 ans, au moins pour, dire, c'est vrai que mes discussions, aux États-Unis avec les clients étaient vraiment différents. Ils ont déjà adopté le data streaming, depuis des années. Donc, aux États-Unis, on parlait plus de choses innovantes, alors que dans mon territoire, on parle plus du data streaming. Ils sont dans leur début, donc en fait, il faut expliquer ce que ça te permet de faire autant que technologie. Et justement, l'intelligence artificielle amène beaucoup plus rapidement, de plus en plus vite, ce besoin. Donc en fait, mais par contre, il y a quand même des boîtes qui sont, beaucoup, qui sont très innovants, dans mon territoire, donc j'ai pas envie non plus de généraliser, donc ça dépend. Et chez Confluent, chaque call, même avec la même boîte, n'est jamais le même. Parce que comme en fait le data streaming, c'est une technologie qui touche tout le système, et tous les rôles différents. Ça part du data au, data scientists, au, DevOps, tout ce qui est infrastructure, des fois la sécurité, le networking et aussi, très souvent le côté business. Donc en fait, c'est ce monde, de tech et business que tu dois, faire en sorte que qu'ils bossent en fait ensemble et qu'ils se comprennent. Du coup, selon, la maturité, soit je vais du coup parler plus de cas d'utilisation, s'ils ne sont pas très au courant du data streaming, soit s'ils sont au courant, du data streaming, on va plus parler de fonctionnalités, de la plateforme et qu'est-ce que ça leur permet de faire. OK. Oui, là, sur ce type d'outil, tu mets vraiment tout le monde autour de la table, la partie développeur, architecte, informatique, mais également, utilisateur et la partie business, opérationnel, ce qui est jamais simple pour intégrer ce type de logiciel et ce qui prend du temps également Exactement. dans les cycles de vente. Exactement. D'un point de vue culturel, Mmh. donc tu es grec, Oui. tu parles aujourd'hui français, tu es allé vivre aux États-Unis, on est aujourd'hui à Barcelone. L'expatriation, l'international, la découverte des cultures, c'est quelque chose que tu connais bien. Est-ce que tu peux me parler des différences culturelles au sein de Confluent entre travailler aux États-Unis et aujourd'hui évoluer dans l'Europe Sud-Est où finalement on a des pays qui ont des cultures totalement différentes entre Chypre, Malte, la Slovénie, la Grèce, j'oublie des pays que tu couvres. Mais comment tu t'es adapté aux cultures de l'Europe du Sud-Est par rapport aux États-Unis et comment est-ce que tu t'adaptes à chaque pays? Oui, très bonne question et c'est d'ailleurs, on en parlait, on en a discuté, que c'est justement quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je peux pas te dire que j'ai la clé magique, je continue à Je crois apprendre. qu'elle n'existe pas cette clé. Je continue à apprendre, évidemment, mais c'était quelque chose dont je m'attendais. Donc c'était pas vraiment un choc et en fait, pour la petite anecdote, personnellement, j'ai eu mon plus grand choc, culturel quand je suis allée travailler en France. Parce que c'était ma première expérience, dans l'international. C'était ma première expérience professionnelle aussi, donc j'avais pas de point de comparaison. Qu'est-ce qui Mmh. t'avait interpellé en France lors de tes premières expériences professionnelles? Je pense que c'était, le manque de créativité, le manque de liberté que tu peux comprendre, que c'est quelque chose qui me plaît, qui me donne, vie. Et du coup et ça, c'était en fait quelque chose que j'ai raconté, à tout, à mon entourage, justement quand je suis allée travailler, aux États-Unis. La plus grande différence que j'ai vue des premières semaines, c'est qu'en fait, en France, s'il y avait, 10 choses à faire, et que tu faisais les 9 choses très bien, mais qu'il y avait une chose que tu pouvais améliorer, ton management allait justement se focaliser là-dessus, Niki, ouais, il y a cette petite chose, que tu aurais dû mieux faire et toujours, toujours, toujours se focaliser sur cette chose, que tu pourrais améliorer. Alors qu'aux États-Unis, si tu as 10 choses à faire, il y a, heu, 9 que tu fais pas bien, mais qu'il y a une chose que tu fais très bien, tu vas avoir des kudos, vraiment haut pour ça, et ils vont même créer un prix seulement pour, cette chose que tu as très bien fait, justement pour te, remercier, pour te féliciter.
et pour booster ta confiance en toi. C'est vrai que tous mes amis européens me disaient, moi, ça c'est fake, c'est too much, everything is awesome tout le temps aux US. Mais bon, moi j'ai adoré ça parce que c'est très aligné avec ma façon de penser. Je suis toujours très positive, j'ai toujours envie de trouver des solutions et pas créer des problèmes. Du coup, voilà, c'était ça la différence entre les États-Unis et la France. Et puis en rentrant des États-Unis, j'ai demandé moi-même justement d'avoir ce territoire et d'avoir la Grèce, que assez étonnamment, moi j'avais pas d'expérience professionnelle en Grèce. Même si je suis grecque, je fais mon master 1 en Grèce et puis je suis partie, donc je suis pas restée connectée avec la culture et puis je connaissais pas du tout la culture professionnelle. Mais quand même, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est parmi tout mon territoire, c'est des gens qui fonctionnent avec le face-to-face. Il faut être là. Hein. Il faut être là, il faut avoir de la patience. C'est pas comme aux États-Unis où tout est très transactionnel. Et c'est drôle d'ailleurs parce que deux fois, ça m'arrive d'avoir des calls avec des équipes aux États-Unis. Et c'est bonjour, je veux ça. Ça, c'est mon besoin technique. Ça, c'est mon budget. Est-ce que c'est possible, oui ou non? C'est très direct. Alors que dans mon territoire, on ne sait pas trop. J'ai cette idée, ouais, le budget, je ne sais pas trop, etc. Donc, c'est quand même plus difficile. Enfin, c'est pas plus difficile, ça prend plus de temps. Et aussi, il fallait changer de processus interne. Et Confluent, c'est une boîte américaine. Le sales, autant que science, c'est une science américaine. Moi, je ne sais pas exactement si c'est une science, mais certainement, il y a des bouquins qui te disent, voilà, comment forecaster un deal, ce qu'il faut faire et tout. Et moi, je trouve que tout ça, c'est très focalisé et créé pour les marchés plus de l'Ouest, où en fait, il y a certains rôles qui prend quelle décision, et il y a des processus qui sont beaucoup plus clairs. Hmm. Alors que dans mon territoire, il y a beaucoup. Après, c'est aussi surtout culturel parce qu'aux États-Unis, les boîtes prennent les risques et les boîtes savent que c'est en prenant des risques que tu peux avancer. Alors que dans mon territoire, c'est plus, il y a une peur de changement. On réfléchit beaucoup plus parce que c'est quand même, surtout quand on parle du data streaming, c'est un concept différent, c'est un concept d'architecture qui est nouveau. Donc, il faut plus de temps pour l'expliquer. Il faut connaître les gens, il faut être sur place, il faut avoir de partenaires et il faut construire de partenariats avec les consultants locaux qui vont pouvoir justement aider les boîtes à adopter du data streaming. Et surtout, il faut éduquer aussi ma propre boîte et expliquer que le go-to-market dans mon territoire est différent. Des fois, il faut une offre même différente. Et des fois, je me retrouve à bosser sur du go-to-market, à créer des offres qui n'existent pas. Sur mesure pour ton Sur territoire? mesure, exactement, pour le territoire. Mais du coup, voilà, c'est ça aussi qui me plaît beaucoup Ok. dans ce rôle. Comment est-ce que tu fais justement face à cette résistance au changement? Sur quoi s'appuyer pour créer la confiance avec le client et lui montrer que c'est un risque, mais c'est un risque qui est mesuré et que ça a été déjà fait dans plusieurs endroits et qu'il y a des cas d'usage. Comment est-ce que tu fais justement pour Exactement. créer ça? C'est comme tu dis, il faut parler des histoires. Il faut le mettre en contact avec d'autres clients en Europe qui ont utilisé ces technologies. Et surtout, et c'est quelque chose que j'ai développé assez récemment, c'est un aspect de go-to-market différent. Du coup, il y a deux options. L'une option sur laquelle j'ai travaillé, c'est de créer une offre end-to-end. Par exemple, avec un partenaire. Donc, on crée une offre, tu prends un cas d'utilisation très spécifique et tu dis, moi, avec ce partenaire, je peux venir déployer ce cas d'utilisation real-time inventory, donc de l'inventaire en temps réel. Je viens faire ça du A à Z, Du début à la fin? exactement, du début à la fin. Voilà les étapes, voilà le rôle de Confluent dans cette aventure, voilà le rôle du partenaire dans cette aventure. Donc, c'est plus, j'essaie de créer des solutions clés en main Mmh.
pour que l'adoption soit plus facile et plus smooth. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Fluide. Fluide, voilà. Donc ça, c'est un. Et l'autre, c'est qu'en fait, j'essaye justement d'être très, très vocale aussi en interne pour créer de meilleures offres pour le partenaire. Je trouve que ça, c'est un choix que Confluent doit faire. Et on a d'ailleurs des programmes avec le partenaire où, en gros, on donne le pouvoir au partenaire, pas seulement de revendre la technologie, ça c'est très simple, mais maintenant on a aussi des programmes de OEM, ce qu'on appelle, où en fait le partenaire peut utiliser Confluent et vendre un service une plateforme data streaming en white label, en gros, à leurs propres clients. Et c'est eux qui gardent aussi le support. Mais du coup, voilà, c'est un peu des offres et un go-to-market qui est différent et adapté au territoire. J'aimerais maintenant qu'on parle de l'ADN de ton entreprise. Parce que derrière Confluent, il y a quand même tout un univers. Oui. Un univers qui est inspiré de Star Wars, je crois, des Jedi. C'est les premières choses qu'on peut voir quand on regarde les collaborateurs de l'entreprise sur LinkedIn, par exemple. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où ça vient, cette inspiration, et qu'est-ce que ça crée dans l'entreprise? Oui. T'as vu d'ailleurs d'autres gens qui aiment les Star Wars sur LinkedIn? Bah, j'ai vu notamment ta photo de profil, enfin, les photos de plusieurs collaborateurs de Confluent, où vous êtes tous déguisés un peu en Jedi, etc. Donc j'aimerais comprendre cet univers qui a été créé et en quoi ça vous sert pour l'entreprise. Oui. En fait, ça, c'est aussi la différence. Et c'est pour ça que je te dis, ça s'est passé très, très vite parce que la première semaine que j'étais chez Confluent, je finis mon onboarding où, en fait, ouais, il fallait apprendre ce que c'est la technologie. Oui. Et du coup, à la fin de cette semaine, je me suis dit, tiens, en fait, parce que aussi pour l'histoire, moi, je venais pas du tout du monde de la tech. Donc, dans mon ancien job, je vendais des jus de légumes. Donc, c'était, comment dire, c'était assez lent pour moi d'apprendre. C'était pas que c'était lent, mais il fallait que j'apprenne de nouvelles choses, et il fallait que je comprenne la tech, et il fallait que je comprenne tout l'écosystème qui est autour d'une architecture de données. Et du coup, à la fin de cette semaine, je dis à mon manager, mais maintenant que je commence à comprendre Kafka, on est vraiment comme des Apache Kafka Jedi Masters, non? Parce qu'on a créé la technologie, on aide les entreprises à l'utiliser d'une manière plus scalable. Et il a dit, mais oui, j'adore. Et puis je lui disais, mais oui, mais j'ai qu'à mettre des oreilles de Yoda et de signer dans mes emails May the source be with you. Et il m'a dit, j'adore, tu dois faire ça. Et moi, je me disais, mais non, je veux pas faire ça quand même et tout. Je venais quand même de la France où chaque idée que j'avais, chaque idée créative, c'était du non. Très direct. Niki, non. Tu te focalises sur ce que tu dois faire, tu exécutes, mais on laisse la créativité en dehors de ça. Et du coup, j'étais un peu timide au début, mais bon, c'est quand même ma personnalité. Pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que ben, j'ai aucun problème de m'humilier publiquement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, bah tu sais quoi, je vais m'acheter un costume de Jedi et je veux devenir un Kafka Jedi. Et finalement, pourquoi? C'est pas seulement parce que j'aime Star Wars, mais finalement, moi, en fait, ce que je disais, c'est que comme c'est une nouvelle technologie, c'est quelque chose que tu dois aimer pour vouloir apprendre. Donc, je disais, je sentais en fait que j'avais ce rôle de Kafka Jedi. Et pour moi, un Kafka Jedi, c'est chaque personne qui a une curiosité naturelle autour du data streaming, qui a envie d'apprendre la technologie. Et moi, je les aidais à trouver du matériel, des webinaires, faire passer des certifications, j'organisais des événements et tout ça, comme je te disais. Donc, c'est pour ça que je me suis du coup habillée en Jedi sur LinkedIn. Et ça venait surtout de mon manager que j'avais aux États-Unis qui m'a dit, écoute, Niki, je sens qu'il y a quelque chose dans toi. Sois plus
public commence à faire des vidéos sur LinkedIn, etc. et commence à créer un univers autour de Star Wars. Donc, c'était un peu ma création et c'était grâce à mon manager qui m'a dit, fonce, vas-y, fais ça. Et du coup, c'est là où j'ai aussi vraiment compris la différence entre le management que j'ai eu en Europe comparé au management que j'ai eu aux US où il y avait une liberté totale de créer des choses et de voilà, créer même un univers autour Mmh. de Oui, Star Wars. d'adapter finalement et de remodeler la culture de l'entreprise parce qu'aujourd'hui, comment c'est déployé? Ça, c'est déployé à ton échelle, dans ton univers et avec, les collaborateurs qui travaillent avec toi, mais c'est quelque chose qui est appliqué à tout, Confluent ou c'est resté, plutôt dans ton écosystème et dans ta partie de l'entreprise? Oui, c'est plutôt dans mon écosystème. D'ailleurs, je pense qu'une fois, j'avais demandé à notre CEO et il avait dit qu'il préférait Star Trek. Et du coup, il n'y avait pas ça, c'était dommage. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de collaborateurs qui aiment Star Wars. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais en Slovénie pour un événement qu'on a organisé sur place. Il y avait notre directeur de l'industrie financière qui est venu de Londres qui avait même apporté sa veste, je pense que c'était sa veste de Han Solo, si je ne me trompe pas. Et toute sa présentation avait des petits mots clés cachés autour de Star Wars. Mais ça, il l'a fait parce qu'il savait que moi, c'est quelque chose que j'adore et que j'ai créé autant que culture autour de moi. Et du coup, je pense que voilà, il s'est aussi permis de le faire parce que c'est quand même le directeur de notre industrie financière. Et du coup, c'est aussi très sympa de voir ça et je pense que c'est une façon de faire connecter aussi les gens. Mais du coup, oui, c'est plutôt dans mon écosystème et dans mon univers. Tu parles, c'est un outil pour connecter les gens et créer du lien. Hem, Qu'est-ce que ça apporte depuis que tu as créé ça et qu'est-ce que ça apporte dans, ton travail? Est-ce que ça a facilité, les connexions avec les clients, les partenaires, les boîtes de conseil qui t'aident à développer les solutions, en Europe? Ça a vraiment, permis, une augmentation de l'engagement pour, l'entreprise? Est-ce que tu as vu, les résultats de cet environnement que tu as mis en place? Oui, tout à fait. Et d'une manière générale, peu importe ce que tu fais, moi j'ai décidé de m'habiller en Jedi sur LinkedIn, mais d'une manière générale, aujourd'hui, on est bombardé par des informations, c'est pas moi qui va te le dire, et on peut pas et je trouve que d'une manière générale et puis voilà, ça c'est aussi ma façon d'être. J'ai toujours voulu, laisser un impact, et je voulais que les gens s'en souviennent de moi. C'est pas seulement avec le costume de Jedi que je le fais, je le fais aussi parce que je lis des choses, sur chaque personne que je contacte, sur chaque entreprise que je contacte. Donc il faut pas non plus, penser que parce qu'on va porter un costume de Jedi, on va tout de suite, créer quelque chose. Donc il y a quand même un peu plus derrière. Mais ce qui est assez étonnant et ça d'ailleurs, j'avais beaucoup de collègues, quand j'ai déménagé, des US en Europe, tout le monde me disait: «Waouh là là Niki, tes vidéos, ton costume en Europe, je pense pas que ça va bien se passer et tout, quand même les gens sont très, très sérieux ici» et pendant un petit moment, j'ai bossé, pour, la France. Et je contactais, le dirigeant, je ne me souviens pas exactement du titre, mais c'était, quelque chose autour de la technologie, mais c'était un VP ou un dirigeant de technologie chez Hermès. Et du coup, j'avais vu, sur son LinkedIn qu'il avait postulé, enfin de posts autour de Star Wars, justement. Et du coup, évidemment, je l'ai contacté. Je me rappelle plus de comment il s'appelle, mais c'est vrai que tout le monde me disait: «Bah, Hermès, waouh, si tu arrives à avoir un meeting avec Hermès, on te félicite, parce que c'est très difficile». Mais justement, en fait, je personnalisais mon message. J'ai utilisé évidemment des références, Star Wars et du coup, mais ce monsieur m'a répondu direct et il m'a même mis un challenge, en me disant: «Voilà, je vais, prendre du temps, pour te rencontrer. Si tu réponds correctement à ces 3 questions de Star Wars». Et du coup, je l'ai fait, et du coup, après, on a eu ce rendez-vous. Mais finalement, oui, tout ça pour dire que, je pense qu'on est en fin de compte, on est tous des humains. Hem,
Peut-être qu'on n'aime pas tous Star Wars, mais je pense quand même, parce que c'est quand même une série de films qui a laissé une histoire. Et du coup, je trouve que voilà, c'est un peu ça, mais aussi toujours la curiosité et la personnalisation qui ont fait que voilà, ça crée de communautés. J'aimerais maintenant qu'on revienne sur l'international et notamment ce que tes expatriations t'ont appris sur le management et le leadership. Mhm. Est-ce que tu peux m'expliquer aujourd'hui le fruit de toutes ces expatriations, ce que ça te permet, toi, d'être comme leader, comme manager? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toutes ces expatriations? Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, et je pense que c'est d'ailleurs aux États-Unis que j'ai vraiment vu ce que c'est le leadership. Plus que le management pur, voilà, tu dois faire ça, tu dois exécuter, pense seulement aux étapes que tu dois faire et sors pas, ne think pas out of the Mmh. box. Qu'est-ce que c'est pour toi le leadership? Le leadership, pour moi, c'est justement ça, en fait, c'est d'avoir tellement confiance dans la personne pour la laisser libre à créer et à faire en sorte qu'ils travaillent dans leur propre rythme, leur propre manière, et apporter leur propre point fort dans la boîte, et dans la procédure. Confluent, évidemment, ne m'a pas demandé de créer un univers de Jedi, mais mon manager, qui était un des meilleurs leaders que j'ai rencontré, justement, m'a dit fais-le. C'est en fait, en gros, de voir dans chaque personne ce qui est capable de faire et, et euh, qui est en termes de personnes, quelles sont leurs qualités, et juste les mettre en valeur et les laisser justement les développer et se focaliser sur ça, plutôt que se focaliser sur un point faible que peut-être tu as, ou justement dire, voilà, non, fais que ce que on te demande de faire. Et du coup, même si maintenant je n'ai pas une équipe que je manage, mon rôle quand même, c'est comme un rôle, c'est comme un maestro d'une orchestre, parce que j'ai beaucoup de collaborateurs, beaucoup des équipes et beaucoup de clients et beaucoup de partenaires qui doivent bosser ensemble. Et du coup, ça, tu peux pas le faire, surtout dans un territoire qui est très différent culturellement. Tu peux pas le faire de la même manière que les choses sont faites aux États-Unis. Tu dois laisser la liberté aux gens, les suivre, observer et aussi créer justement de processus qui sont adaptés au pays, je trouve. Donc, je pense que c'est ça que j'ai appris et que je continue à apprendre. C'est pas fini. Comment est-ce que tu fais pour créer ton réseau à l'international? Tu t'es expatrié aux États-Unis, tu as dû apprendre à recréer ton réseau. Pareil, là, quand tu développes des activités dans tous les pays d'Europe du Sud-Est, comment est-ce que tu crées des liens? Oui, ça c'est très drôle parce que bah, quand j'étais en France, pour la première fois, du coup, ça c'était ma première expérience professionnelle dans l'étranger. J'étais plus timide, alors que je suis pas timide. C'est pas du tout ma personnalité. Mais voilà, c'était dans un nouveau pays, c'était mon premier job, je savais pas trop quoi faire, donc j'étais pas très focalisée sur ce développement de réseau. Mais du coup, voilà, c'est ça que j'ai appris et quand je suis allée aux US, je commençais à le faire tout de suite et je me suis dit pourquoi pas utiliser LinkedIn. Donc c'est LinkedIn que je vais beaucoup utiliser et d'ailleurs, comme tu peux pas filtrer par langue et je voulais rencontrer des Grecs et des Français, j'ai surtout mis des universités. Et du coup, parce que tu te dis, s'il y a quelqu'un qui a fait une université française ou une université grecque, il y a des chances qu'ils sont français et grecs. Tu me diras pourquoi forcément rencontrer des Grecs ou des Français. Je pense que, voilà, à la base, quand je déménageais aux US, je voulais comprendre la culture locale et je voulais que quelqu'un qui partage la même culture que moi me l'explique. Qui est le même référentiel. Exactement.
Donc, j'ai beaucoup utilisé LinkedIn pour, si tu veux, stocker les gens et les contacter. Parce que ça, surtout dans la culture grecque, on l'a pas du tout. Et d'ailleurs, je le faisais aussi quand j'étais en Grèce et les gens pensaient que soit je voulais me mettre en couple avec eux ou soit que voilà, ils trouvaient ça très bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'était pas dans notre culture. Et d'ailleurs, oui, je l'ai fait aux États-Unis et j'ai beaucoup utilisé Meetup aussi. C'est d'ailleurs, Qu'est-ce que c'est Meetup? Meetup? Ah, tu connais pas? C'est une application qui organise enfin, tu peux créer des groupes et tu peux organiser des événements en petites communautés. Ou en grandes communautés d'ailleurs, ça dépend. Mais en fait, c'est souvent par intérêt. Tu peux créer un meet-up autour du trail, faire du trekking hein, ou du trail. Ok, donc ça peut être du sport, ça peut être de Oui, l'art, musique, Ok. tech, yoga, ça peut être vraiment tout. Et moi, c'est comme ça que je trouvais, du coup, le meet-up de francophones de la baie. Et du coup, on a commencé à y aller. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a trouvé notre premier logement. Parmi, voilà, une rencontre qu'on a fait à ce meet-up. Et grâce à LinkedIn, même si c'était pas mon but principal, c'est comme ça que je trouvais mon job chez Confluent. J'ai rencontré un ingénieur qui était employé numéro 40, je pense, chez Confluent, et qui m'a dit, mais tiens, si tu veux, c'est ça qu'on fait. Donc, alors que voilà, mais finalement, c'est comme ça que le réseau s'est créé. Je l'ai fait d'ailleurs à Barcelone. Maintenant, je continue à le faire. J'utilise beaucoup LinkedIn parce que je trouve que ça te permet aussi de rencontrer des gens qui partagent les mêmes intérêts que toi, professionnels, et surtout, et aussi de l'éducation. Tu trouves beaucoup d'intérêt en fait sur LinkedIn. Donc, c'est surtout ça que j'utilise. Et toujours Meetup. Ok. Il y a beaucoup de Meetup aussi à Barcelone. Confluent, vous êtes une société dans la tech. Euh, c'est généralement des milieux, je fais une généralité, mais qui sont plutôt très masculins. Les développeurs, etc. En termes de pourcentage, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de développeurs, de tech, qui sont des hommes que des femmes. Est-ce que tu as rencontré des obstacles et comment est-ce que tu les as surmontés dans cet environnement qui est plutôt très masculin? Tu as raison. Et je vais pas non plus dire que c'est pas le cas. C'est vrai que c'est le cas. L'autre jour, j'étais à un summit de CIO en Grèce. Je pense qu'il y avait 5 femmes, Sur combien de participants? 150. Hmm. Du coup, oui, c'est vrai que c'est pas qu'on le voit pas, mais pour être honnête, moi, j'ai jamais eu de vrais obstacles. Tu auras de temps en temps des commentaires de personnes enfin, individuelles, mais je pense que... Et puis voilà, je pense que j'ai eu aussi de la chance de ne pas avoir eu jamais en fait de vrais obstacles. Mais je trouve aussi que quelque part, les obstacles, on les crée nous, dans notre tête. Euh, pour moi, en fait, il n'y a pas de raison pour laquelle une femme ne peut pas devenir ingénieure ou manager une boîte. D'ailleurs, en Grèce, la dirigeante de Microsoft, c'est une femme. Et du coup, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, je trouve que c'est plutôt dans la tête. Et si tu as de la curiosité naturelle à apprendre la technologie, enfin, il n'y a rien t'arrêter Hmm. de le faire. Oui, bien sûr, ça, c'est un concept généraliste qu'on peut conseiller à tout le monde de s'appliquer. C'est justement le fait que notre propre limite, c'est nous qui nous l'appliquons et donc ne pas hésiter à faire réellement ce qu'on aime au quotidien. Exactement. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Bah, je pense que c'était celui-là d'être inoubliable. C'était une managère en France qui m'a donné ce concept, qui matchait énormément avec ce que moi j'avais envie de faire de toute façon. Comme je te disais, de être en contact avec mes clients, mes partenaires et laisser un impact. Finalement, j'ai décidé de le faire en se déguisant en Jedi. Mais je pense, mais voilà, comme je te disais, c'est pas que ça. C'est pas seulement le costume, mais d'une manière générale, voilà, c'est de
comment faire en sorte que, voilà, parce que c'est des relations humaines et il faut faire ça avec du respect, il faut s'intéresser aux gens, il faut personnaliser ton approche et je pense que, voilà, ça, c'était un très bon conseil que j'ai eu et que j'essaye d'adopter au plus que je peux dans ma vie professionnelle. Est-ce que tu as une maxime ou une citation qui t'accompagne dans la vie? Oui, ça, c'était mon coach de tennis qui m'a dit, mais je commençais à jouer au tennis quand j'avais 5 ans. Je jouais aussi à des tournois, etc., en Grèce au niveau national. Et du coup, mon coach de tennis, je le voyais beaucoup. Et c'était quand même comme un père pour moi, parce que c'est une figure que tu vois beaucoup dans toute ton enfance. Et du coup, et moi, j'aimais beaucoup me plaindre quand j'étais petite. Je disais, je ne peux pas le faire. Non, mais Niki, et il me disait, mais il n'y a pas je ne peux pas le faire, il y a de je ne veux pas le faire. Et du coup, voilà, moi, ça a toujours eu un très grand impact dans toute ma vie. Ok. Je le pense toujours. Et ça revient sur ce que tu disais auparavant sur les barrières, le fait de ne pas se mettre des barrières, ne pas se fixer ses propres barrières finalement, et mettre Exactement, toute la volonté qu'on a dans une tâche, et peut-être que ça prendra du temps, mais que tu arriveras à tes fins. exactement. Et de trouver des solutions. Quel est ton indispensable? Hmm, je peux dire le tennis? Oui, Ouais. parce que c'est quelque chose, parce que je me disais que il y a il y a pas quelque chose que je continuais à faire depuis mon enfance parce que, voilà, tes hobbies, enfin, tes loisirs vont changer, tes amis aussi vont changer, les activités que tu fais vont changer, mais quand même, moi, avoir une raquette dans la main, c'est très, très important. J'ai toujours associé le sport, avec la vie. Le sport t'apprenne, à pratiquer, 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 et savoir, te remettre, quand tu perds et du coup, je pense que ça, c'est très, très important dans la vie, dans tous les aspects de la vie. Du coup, moi, je dirais, que c'est, le sport, surtout les sports de raquettes. Bon, là, évidemment, on est à Barcelone, je joue au padel. Forcément. Ceci, j'ai quand même, je suis un peu plus âgée maintenant, du coup, le tennis, c'est assez difficile pour le corps, mais du coup, je fais plus de padel, mais c'est quand même un sport de raquette, et je me sens très, très connectée quand je le fais. C'est presque un univers différent, c'est presque de la méditation. Pour moi, quand je joue, j'essaye de me focaliser et tout, et je trouve que ça, c'est enfin, je l'applique aussi dans la vie. Quand il y a une difficulté, je me dis: «Ça, c'est comme un match de tennis ou c'est comme un match de padel». Il faut prendre chaque point petit à petit, et ne pas, te laisser, à comment dire? Enfin, désespérer. Voilà. Ouais, construire sa victoire petit à petit. Oui, voilà. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, Niki? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn? Eh oui. Ça a été le fil rouge. Je mettrai le lien de ton profil dans le descriptif de l'épisode. Merci beaucoup, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez apprécié cet échange. N'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.